Dans mon métier, ce qui est bien, c'est que y a plein de nouveautés, ça se chamboule tout le temps. Vous pouvez avoir un seau rempli de prospects, de futurs clients, mais ça peut être aussi un seau percé. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il est parti, et c'est aussi peut-être possibilité de le repêcher s'il a donné ces informations en amont. Même si tu es positionné en rang 1, allez, mais tu peux dépenser du gaz et tu peux dépenser des sous dans les campagnes et finalement avoir un retour, un ROI super bas. Le traffic manager, pour moi, il faut qu'il soit stratège, il faut qu'il soit pragmatique. Il faut qu'il regarde aussi dans le temps, revérifier à chaque fois la pertinence de ses indicateurs, le pourquoi du comment. Le traffic manager, son rôle, c'est finalement de piloter ces 5, 6, 7, voire 10 leviers et d'actionner l'un ou l'autre. Donc c'est un peu le pilote de ligne en fait dans l'avion. Il a dans son cockpit plein d'indicateurs. Il doit aller du point A au point B et s'y rendre de façon le plus performante possible pour d'arriver le plus possible de personnes sur son site. Pour moi même, je la mettrai en première des soft skills. L'analyse, ça fait partie d'une part importante en fait du travail du traffic manager. N'importe quelle entreprise, même une petite, on va dire, TPE, doit au moins réfléchir à avoir une stratégie d'acquisition. Ce qui me procure du plaisir principalement, ça va être le fait de transmettre, de partager mes compétences, mes expériences, mon vécu et de voir grandir en fait les personnes que j'encadre. Moi, je trouve que c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui est là pour gérer ça si on ne sait pas le faire, qui est là pour ajuster les différents leviers, un petit coup d'emailing, un petit coup de SIA, un petit coup de SEO. Au moins pour chaque entrepreneur, c'est indispensable d'avoir un budget mensuel dédié à un accompagnement. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Cofondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débat, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Idiosa et de la mini-série Discover. La mini-série Discover est une mini-série qui va faire parcourir les différents métiers du digital. De semaine en semaine, on fait les tours des métiers du digital pour avoir une vue d'ensemble, des interactions, de qui fait quoi, de qui travaille avec qui, de celui qui crée et pense le produit à celui qui va créer, l'expérience utilisateur en passant par les développeurs. Mais une fois qu'on a fait tout cela, une fois que l'on a le meilleur site du monde, que l'on a la plus belle boutique du monde avec le meilleur service possible, a priori, personne ne vient dessus. Comme les rabatteurs que l'on peut avoir dans le quartier latin de Saint-Michel à Paris, il faut travailler pour faire venir ces gens-là, en fait, des clients dans la boutique. Il faut séduire, il faut avoir un discours convaincant pour les faire rentrer dans la boutique en leur promettant soit le meilleur produit ou service possible avec la meilleure expérience client possible. Mon invité du jour, Lauriane Montlouis, fait ce travail de traffic management depuis une dizaine d'années. Elle s'est spécialisée dans le domaine de l'assurance et plus précisément dans les produits d'assurance à la personne et aux accidents de vie. Avec elle, nous tenterons de démystifier la thématique du traffic management. Lauriane, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ce soir? Comment te sens-tu? Écoute, je suis ravie. Merci Gérald de m'avoir invitée pour ce podcast. Et puis, contente de pouvoir partager avec d'autres personnes ce métier donc, de traffic manager. Super, merci beaucoup. En tout cas, d'être là ce soir. Lauriane, avant de rentrer réellement dans le sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter, raconter un petit peu ton parcours et puis me dire en quoi consiste le métier de responsable traffic manager? Écoute, donc ça fait déjà 10 ans que je travaille dans le milieu du digital.
10 ans dans le milieu assurantiel, donc je suis un pur produit assurantiel. J'ai travaillé autant sur l'assurance vie à la personne que sur l'IARD, donc qui est tout ce qui est incident, accident, risque divers. J'ai occupé différents types de postes qui m'ont donné un fort capital, autant sur la gestion de projet, sur les problématiques de marketing, d'acquisition. Et aujourd'hui, donc, j'occupe le poste de responsable trafic et partenaire, et puis particulièrement sur le levier des comparateurs. Ok. Le traffic manager, en quelques mots. Pour moi, un traffic manager, il est là pour faire entrer en fait du trafic sur ton site internet. L'objectif pour lui, bien sûr, ça sera d'optimiser le plus possible le taux de conversion. Ok. Et donc, c'est quoi le taux de conversion? Alors, le taux de conversion, alors ça dépend en fait de ton objectif. Un taux de conversion, par exemple, produit, ça va être le ratio entre le nombre de ventes que tu as réalisées divisé par le nombre de visiteurs multiplié par 100. Okay. Tu obtiens ainsi un taux. De la même façon, si tu veux avoir un taux lié au prospect, tu prends le nombre de prospects divisé par le nombre de visiteurs multiplié par 100. Okay. Donc ça te donne, c'est un indicateur clé qui te permet ainsi de savoir si ton opération, elle a été rentable ou non. Il y en a d'autres indicateurs peut-être qu'on verra après, mais voilà, il y a tout un tas d'indicateurs que le traffic manager il a dans sa boîte à outils. Donc c'est un peu le pilote de ligne en fait dans l'avion. Il a dans son cockpit plein d'indicateurs et il doit aller du point A au point B et s'y rendre de façon le plus performante possible pour d'arriver le plus possible de personnes sur son site. Ok. Et donc, du coup, si on reprend l'exemple donc, du taux de conversion, l'idée, c'est de dire, de mesurer finalement combien de personnes qui sont arrivées sur le site ont réellement acheté et ont fait un acte d'achat. Et grâce à ce que tu auras mis en place potentiellement, de mesurer, en fait, si la campagne a été pertinente ou pas potentiellement. Voilà, donc l'objectif, bien sûr, c'est que pour toute campagne, les clés de réussite, c'est le taux de conversion, puisque ça te permet de savoir tout simplement si le nombre de contrats en fait qui ont été réalisés au global sur ton nombre de visiteurs, est-ce que ta campagne, au final, elle a performé par rapport au nombre de personnes qui sont arrivées sur ton site. Et donc, il y a d'autres clés d'indication. Tu as aussi le taux de clic qui a une valeur aussi très importante. Et donc, différentes autres informations comme la rentabilité via la performance des mots-clés aussi, okay. Le nombre d'impressions et voilà, le nombre de visiteurs aussi. Ok, merci beaucoup. Avant d'aller un peu plus en profondeur dans tout ça, dans ce monde-là, est-ce que tu peux nous dire quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors, c'était pas une vocation en fait quand je suis arrivée dans l'assurance, c'était plutôt par opportunisme, je dirais. Lorsque j'étais petite, on va dire que j'étais un peu seule au monde pour allumer un PC. Je viens d'une famille de technophiles, donc j'ai un père qui travaillait chez France Télécom, voilà, pour tout vous dire. Et donc du coup, on avait Internet à haut débit, donc c'était plutôt chouette. Et puis il y avait compète entre les frères et sœurs et à qui pouvait allumer le PC le plus rapidement et disposer le plus possible des jeux. Ne sachant pas comment faire, j'étais laissée comme à l'abandon et donc je devais me débrouiller pour allumer un ordinateur, pour accéder aux jeux et c'est de là qui est arrivé un petit peu ma passion pour l'informatique, pour le web. C'est cette complexité et puis c'était stimulant aussi d'avoir à chaque fois des nouveautés à la maison. Voilà. Donc c'est le traffic management, en fait, j'y suis venue au fur et à mesure par les opportunités que j'ai eues dans les entreprises dans lesquelles j'ai été. Et finalement, il s'est avéré que c'était un bon combo entre ma partie, on va dire, analytique, la partie, on va dire, l'appétence que j'avais pour les chiffres aussi. Il y a un côté aussi créatif chez le traffic manager, puisque il faut...
trouver les bons tuyaux, être à même, il faut être malin en fait pour optimiser ses campagnes. Et puis je dirais qu'il faut aussi avoir une bonne connaissance, une bonne culture web. Voilà. Ok. Et du coup, justement, par rapport au web, on t'a découvert le web très jeune finalement, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert les possibilités du web à l'époque? Cette ouverture sur le monde. C'était quoi ton premier Ce que j'ai sensation? ressenti en termes de sensations, c'est un univers qui est très vaste, dans lequel il faut vite s'adapter, de ce que je comprends, en tout cas. En termes de ressenti et d'émotions, oui, c'est les diverses possibilités, l'infini en fait qui était face à moi, je dirais. Et donc j'ai été amenée à découvrir cet univers au fur et à mesure, et ça m'a plu. Voilà. Ok. Et tu t'es tout de suite dit, à terme, je voudrais bosser dans le web ou dans le digital à ce moment-là ou pas encore? Pas encore. Au départ, j'ai travaillé dans le marketing opérationnel. Donc, on était dans les balbutiements, on va dire, du digital. C'était plutôt le mailing, donc, qui était à l'honneur. Donc, le mailing, je rappelle, donc c'est les envois postaux de courrier, en fait, qui sont envoyés à des prospects bien ciblés. Puis ensuite, je suis venue à l'emailing. Donc là, c'était les premiers emailing que je créais moi-même. Ok. Donc sur Illustrator. Donc ça, c'était. T'as codé des newsletters Alors après, j'ai demandé justement à les coder, mais le travail en amont, en tout cas, il était réalisé au niveau créatif. Et puis, au fur et à mesure, je suis. J'ai oublié. Au fur et à mesure, donc j'ai commencé à découvrir les possibilités via une application qu'on devait réaliser pour les conseillers, Ok. pour les conseillers commerciaux, donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis ça m'a en faisant aussi les sites intranet qu'on devait refondre, ça m'a donné envie de me rapprocher de cet univers. Ensuite, j'ai eu mon fils, Nolan. Donc, suite à cela, en retour de congé maternité, j'ai voulu aller encore plus loin. Et puis, je suis allée voir mon responsable de l'époque et je lui ai dit, Grégoire, écoute, voilà, j'aimerais bien travailler dans la partie digitale. Et c'est venu ensuite ainsi. Ok. Et donc, j'ai été formée par mon entreprise. En interne, du coup, d'accord. En interne, mais aussi, je pense que c'est un gros travail autodidacte, parce qu'au quotidien, il faut aussi s'alimenter en informations, sur toutes les nouveautés. Quand il y a des mises à jour sur Google ou sur Bing, il faut être en alerte. Voilà. Ok. Donc, tu as une grosse partie, finalement, de veille, en fait, en réalité. Oui, voilà, donc j'avais carrément mis en place un outil d'agrégation qui sont c'est des plateformes, en fait, des logiciels sur lesquels je m'appuyais, qui me permettaient d'avoir en flux RSS Ça me dit un truc, il y avait un qui marchait très bien à l'époque, j'ai oublié son nom, mais ouais. Voilà, donc en tout cas, il y en avait un qui me permettait tous les matins de faire ma petite veille, de communiquer de presse, comme si voilà, c'était ça les news que je recevais directement sur ces flux. Voilà. Ok, d'accord. Donc oui, évidemment, ça va être. Enfin, pour moi, ça a été un travail aussi qui a été. Enfin, c'est pas. Il y a aussi les personnes qui vont nous entourer, qui ont un gros ADN digital, qui vont nous permettre aussi de découvrir véritablement ce milieu. Et donc, au-delà des formations qu'on peut avoir, il y a aussi la partie partage humaine, qui permettent aussi de valoriser certains aspects et de découvrir et d'en découvrir d'autres. C'est les rencontres finalement qu'on est amené à faire durant notre carrière qui vont aussi nourrir notre curiosité, nourrir notre esprit avec différentes choses, différentes thématiques. C'est ça. Après, les mentors sont pas forcément le N+1 ou le N+2, Ouais. mais ça peut être aussi des échanges avec des partenaires avec lesquels on travaille. Moi, j'ai eu beaucoup affaire à des agences digitales qui avaient un bon pédigré en fait sur cette partie-là et qui étaient en partage et qui m'ont fait évoluer.
Ça me fait penser, effectivement, moi, j'avais, durant ma carrière, pas mal d'agences avec qui j'ai interagi et qui m'ont apporté beaucoup plus, en fait, que ce pourquoi je payais au final. Parce que j'ai appris énormément à leur contact. Et puis après, ben, j'ai cherché, je me suis expertisé, et j'ai pu dire, ben voilà, maintenant c'est comme ça, et compagnie, compagnie. Parce qu'à la base, je ne le maîtrisais pas. C'est exact. C'est ce qui m'est arrivé un jour avec un expert en SEO, Nicolas, que je salue d'ailleurs, et Salut, Nico. et qui était très 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 performant sur son métier et qui m'a permis ainsi de challenger après les agences avec lesquelles on travaillait des plateformes de bidding d'Exchange et qui me permettaient ainsi de valider certains aspects dans la stratégie qu'ils avaient choisie pour le groupe. Ok. Voilà, je pense que c'est important ce type de rencontre parce que ça permet de grandir et de renforcer ses compétences. Alors, tu as employé du coup le mot bidding, plateforme de bidding. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le bidding? Alors, pour ceux qui ne voient pas, là, elle fait des petites grimaces. Alors, le bidding, eh bien, le bidding, c'est une plateforme, en fait, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de faire des enchères en fait en temps réel. Le but pour cette plateforme, bien sûr, c'est d'optimiser au mieux le CPC, mais aussi Le coût par clic. le coût par clic, bien sûr, et également le contenu des campagnes. Ok. Voilà. Donc une fois comment ça se passe en fait, c'est tout simple. C'est un logiciel que vous branchez à Google AdWords. Une fois que ce logiciel il est branché, il va collecter un certain nombre de data. En fait, c'est un algorithme derrière qui va calculer en fait vos annonces et la performance des annonces. Et au fur et à mesure, il proposera un enchère qui sera optimisé et permettant ainsi d'avoir un trafic très très qualifié. Okay. Donc au départ, vous allez bider sur des requêtes assez larges pour collecter le plus de données possible pour que l'algorithme il puisse se nourrir. Et puis ensuite, il va faire un travail de filtrage sur les requêtes. Il va faire des requêtes d'exclusion en fait sur des requêtes qui ne sont pas pertinentes pour votre domaine, pour le domaine en fait de l'entreprise. Ok. Ça coûte cher de mettre en place un outil de bidding ou se connecter à un outil de bidding ou pas? Tout dépend du budget que vous avez. C'est toujours une question de maîtrise, de coût. Ça a son coût, bien sûr. Maintenant, je pense que en fonction il est tout à fait possible aussi d'utiliser l'outil dans Google AdWords. Qui le permet en fait. C'est un outil en supplément, mais si vous avez déjà le maîtrisé sur Google AdWords, il est tout à fait possible d'optimiser de la même façon les campagnes. On va dire que c'est une façon un peu plus synthétique, le bidder, beaucoup plus simple, plus fluide que sur Google AdWords, même si j'imagine, parce que ça fait déjà un petit temps que j'ai quitté le traffic management pur avec les campagnes SIA au niveau opérationnel, j'imagine qu'il y a eu des progrès aussi là-dessus. Alors, pour expliquer un petit peu effectivement, Google AdWords, c'est l'outil de Google qui permet de créer des campagnes, notamment pour ce qu'on appelle le référencement payant, donc le SIA, et aussi maintenant tout ce qui va être display, les pubs sur YouTube et compagnie. Et donc, il faut pouvoir maîtriser cet outil-là, qui est, je dirais pas complexe, mais en tout cas, il faut rentrer dedans, il y a un petit coup d'entrée pour comprendre comment on va créer des campagnes, comment on va positionner une enchère, quel mot-clé qu'on va... Voilà, ça prend du temps. Et donc les bidders, les outils de bidding, vont permettre justement de gagner du temps puisqu'ils vont se brancher. En fait, c'est un robot en fait qui va calculer pour vous, donc c'est plus un humain. Finalement, ça optimise la qualité de vos campagnes d'acquisition. Et le budget aussi potentiellement, du coup. Et le budget aussi, oui. Okay. Les deux. Alors, quand on a discuté un petit peu en amont de l'interview, enfin du podcast, tu m'as beaucoup parlé de sourcing. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le sourcing et quels sont les différents métiers que l'on peut y retrouver dans le sourcing?
Alors, Encore des grimaces. alors dans le sourcing, donc c'est un métier vaste avec plusieurs leviers pour faire venir des visiteurs sur votre site. Il y a multiples possibilités. Donc moi je vais parler peut-être plus des comparateurs puisque c'est le levier avec lequel que je maîtrise le plus en ce moment. Les comparateurs, les comparateurs de prix, ils sont venus il y a quelques années pour permettre aux utilisateurs d'obtenir, on va dire, un guide supplémentaire au regard des produits et donc c'est comme un maxi catalogue, vous voyez, où vous pouvez comparer un produit par rapport à un autre. Ok. Donc faut savoir que aujourd'hui il y a plus de 40% des utilisateurs qui utilisent des comparateurs. Donc, pour un e-marchand, je dirais le fait de ne pas être dessus, ce serait se couper en fait d'un levier important en termes d'acquisition et donc in fine donc de chiffre d'affaires. Donc, c'est un canal qui est non négligeable. Et donc les comparateurs dans le cadre donc de l'assurance, eux, ils vont, je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'un utilisateur, donc par exemple, je m'appelle Michel, je veux assurer mon Tiguan, donc je vais sur mon comparateur de prix. Alors peu importe, le Lynx, les Furets, Assureland, Meilleur Taux. On fait pas de pub. 3. Et ils vont directement se retrouver sur un questionnaire. Sur ce questionnaire, il va falloir qu'ils remettent le modèle de leur véhicule, leur CRM, donc leur bonus, malus, et également des données personnelles. Une fois qu'il a été interrogé donc par diverses questions, il clique sur le bouton Je compare, et là, il arrive sur un panel d'assureurs qui sont classés par ordre de prix. Ok. Et donc, par la suite, il devra faire son choix parmi des assureurs, donc classés du moins cher au plus cher. Donc, ce canal-là est important puisque même si parfois les e-marchands ils sont un peu réticents par rapport au fait qu'on doit payer en CPC, c'est le coût par clic. Eh bien, donc, chaque fois que quelqu'un va cliquer sur la proposition du comparateur, il va payer. Effectivement, donc l'utilisateur va avoir 3 boutons quand il arrive sur cette page de restitution où il y a l'ensemble des assureurs. Soit il va cliquer sur un rappel, soit il va cliquer sur un devis, ou bien il va directement sur la landing page. Donc c'est la page d'atterrissage de souscription de l'assureur ou du courtier. Okay. Voilà. Une fois qu'il clique sur l'un des boutons, l'assureur reçoit ensuite le bloc de données et ensuite il peut opérer à une souscription. Et donc bien sûr tout ça c'est traqué et suivi par le traffic manager qui lui l'objectif bien sûr c'est de savoir comment ça a été converti. Okay. Et donc il va falloir qu'il traque les différents canaux par lesquels il est arrivé, les différents tunnels. Et donc, si par exemple, il passe par le rappel, il faudra l'enlever de l'outil de web analyse puisque il peut avoir converti également par le rappel. Ok, d'accord. Pour en revenir un peu à l'hésitation que peuvent avoir les marchands sur le CPC, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les comparateurs investissent sur des mots-clés qui sont hyper concurrentiels. Et donc, pour une marque qui n'a pas assez de visibilité, qui n'est pas du tout connue, ça peut être super intéressant pour elle de bénéficier de ces investissements, premièrement, et deuxièmement, d'être à côté de marques qui ont un grand nom, qui sont déjà établis, qui ont une certaine notoriété. Donc c'est banco pour tout le monde. Alors il y a les comparateurs de prix, mais il y a aussi Google Shopping pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ce sont des agrégateurs, pour moi des maxi agrégateurs qui vont vraiment regarder par rapport au prix et également par rapport à la qualité des produits. Ça, c'est un chemin qui prennent de plus en plus les comparateurs. Regardez aussi la qualité et pas seulement le prix.
Voilà. Ok. Alors, pour expliquer un petit peu pour Google Shopping, pour ceux qui voient pas, quand vous faites une recherche d'un produit, disons un iPhone 13 Pro noir sur Google, euh, il va vous proposer en fait au tout début, tout en haut, des photos avec des prix directement. Et en dessous des prix, il y a le nom du site marchand qui propose le produit. Et donc ça veut dire que tous ces sites marchands-là se sont connectés directement à Google Shopping. En tout cas, ils ont déversé leur catalogue de produits dans Google Shopping pour apparaître en tout cas en réponse par rapport à différentes recherches. C'est ça. Et donc il y a Google Shopping et donc pour moi c'est les comparateurs c'est incontournable et c'est vraiment important de se référencer sur ce type de levier, même si on n'en parle pas beaucoup, mais c'est finalement en termes de retour d'investissement ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des comparateurs qui sont, on va dire, un peu génériques? Là, on a parlé beaucoup de l'assurance finalement là-dessus, mais est-ce qu'il y en a qui, je sais pas, jamais j'achète des chaussons, j'en sais rien. Il y a un comparateur où on peut lui dire, ben voilà le produit que je cherche et va me chercher des sites qui proposent des produits comme ça. Je sais pas, c'est une question. Alors, j'ai pas une grande connaissance sur les chaussons. Je travaille pas chez Sarenza, mais oui, effectivement, quand tu te branches en fait sur Google Shopping, tu es répertorié sur Google comme pas mal de marques, et donc il y a à côté un espèce de filtrage qui permet ensuite à l'utilisateur de choisir la couleur, le prix, un peu comme si vous étiez sur un site d'e-commerce. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est la comparaison, hein, comme sur chaque comme site. Ok. Alors, même si ce n'est plus ton expertise première, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres leviers de sourcing finalement? Oui, bien sûr. Alors, l'un des leviers aussi favoris du Traffic Manager, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Alors, le Search Engine Optimization, donc c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, lorsque vous allez sur une requête Google, je prends Google beaucoup, mais bon, voilà, on le sait. Hein, ils sont installés. Malheureusement, ouais. Ils sont installés, hein, on le sait, ou heureusement, peu importe. Donc, lorsque l'on va sur Google, vous tapez une requête, par exemple billet d'avion. Là, vous allez retrouver des liens d'annonces en bleu qui correspondent au SIA. Donc le SIA, c'est le Search Engine Advertising. Donc là, c'est du lien sponsorisé, du lien payant. Et en bas, tout en bas, vous allez trouver des liens qui, eux, ne sont pas payants et sont considérés pour Google comme du référencement naturel. Pourquoi ? Eh bien, parce que sur un site, vous avez toute une construction, en fait, toute une matrice, une arborescence qui est construite autour du site. Et Google, qu'est-ce qu'il va faire tous les jours ? Il va passer avec des robots pour pouvoir indexer l'ensemble des pages. Le SEO consiste à, on va dire, une grosse part de technicité, puisqu'on doit faire en sorte de correspondre aux critères qu'a donné Google, tant sur le temps de téléchargement, par exemple. Plus vous vous rapprochez des 3 secondes que veut Google, et plus votre site est considéré comme optimum, et il va mieux nous noter. Il va mieux vous noter. Et donc, lorsque un utilisateur va faire une requête, il va vous choisir plus vous qu'un autre site. Okay. Voilà. Et puis ensuite, il y a la construction, l'arborescence du site. Donc là, c'est comment est construit votre site en profondeur. Plus le site va respecter cette arborescence, et moins de temps vont passer les robots à recueillir les informations. Ça aussi, ça fait partie de la note. Ensuite, il y a les contenus à l'intérieur du site. Il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils soient mis à jour assez régulièrement. Pareil, dans le même sens, il faut que les robots puissent savoir qu'il y a une mise à jour sur ces pages pour pouvoir revenir sur ces pages et ensuite les réindexer. Ok, donc il y a toute une intelligence à prendre en compte de comment fonctionne l'algorithme de Google pour pouvoir créer des sites qui vont tous, entre guillemets, tout simplement répondre à ce que Google veut. C'est ça en réalité.
C'est ça. Et donc, plus vous tenez compte de ces critères, et plus Google va vous positionner sur les requêtes en référencement naturel. Ok. Et donc, il y a des positionnements comme sur le SIA. Et donc, plus vous correspondez à ces critères, et mieux vous êtes positionné, bien sûr. C'est logique. Donc là, on a vu la partie comparateur, on a vu le SIA et le SEO. Il y en a encore d'autres, je crois. Et oui, il y a toute la partie affiliation. Donc, c'est des sites avec lesquels vous travaillez sont des sites affinitaires sur lesquels vous travaillez certaines cibles avec certains contenus. Par exemple, je suis fabricante de chaussons, par exemple. Je sais que ça te fait plaisir, voilà. Et je souhaite justement vendre mes chaussons. Et pour cela, je vais utiliser des campagnes de display ou bien des campagnes d'affiliation. Ce qui va se passer, c'est que moi, sur ma marque, je me dis que ma cible, mon cœur de cible, c'est plutôt des seniors. Des seniors, c'est un mot les chaussons, les seniors. Des seniors entre 60 et 70 ans. Et donc, bien là, je vais aller sur des sites comme Damar, me positionner. Des sites comme Blanche Porte, ou bien donc des sites sur lesquels qui sont en rapport en fait avec ma cible affinitaire. Donc c'est plutôt aussi des blogs, où je vais pouvoir mettre mes bannières en display. Donc je pourrais pas me positionner bien sûr sur le site de Damar, ni sur le site de Blanche Porte. En tout cas, on peut discuter avec eux et pourquoi pas faire un partenariat même si rémunéré dessus. Je ne pense pas, mais le netlinking, il est possible effectivement avec des sites, entre les sites, si vraiment il y a un intérêt. Désolée, je vais revenir au comparateur, mais par exemple, si moi, je vends de l'assurance et que toi, tu es comparateur, je peux parler de ton comparateur puisque moi, je vends de l'assurance. Bien et là, dans ce cas-là, on peut faire un deal. Mais dans le cadre des chaussons, si Damar fait des chaussons, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, il faut quand même faire attention aux deals qu'on peut réaliser. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu à la casquette commerciale du traffic manager. Il doit flairer finalement le bon contrat, le bon deal. Et ensuite échanger les liens entre les sites. Donc ça peut se faire. Donc on a parlé donc du display, des sites d'affiliation. Il y a aussi les YouTube, les réseaux sociaux, les influenceurs. Ça aussi ça devient très à la mode. Et c'est très important, même si après faut pas perdre de vue aussi ta rentabilité, ta performance, si ça correspond pas à ta cible. Si tu as un influenceur qui fait je sais pas on reprend les chaussons. Allez, vas-y, on reprend les chaussons. Il customise ses chaussons, voilà. Donc, c'est pas vraiment peut-être dans ta cible de senior parce que lui, il est vraiment que dans la customisation, par exemple les baskets. Et toi, en fait, tu ne vends pas que ça. En fait, tu vends surtout des choses en rapport avec les seniors. Donc, il va pas y avoir une cohérence en fait entre les cibles. Donc, ça va pas être très intéressant pour ton site web. Donc, faut toujours vérifier la cohérence de ta cible et le projet au global. Ok. On n'a pas encore parlé du coup de l'emailing aussi. Et du coup, J'en parle plus. Ah, on n'en parle plus. Le traffic manager, son rôle, c'est finalement de piloter ces 5, 6, 7, voire 10 leviers en fait, et d'actionner l'un ou l'autre. C'est un peu ça en fait. C'est ça, en fonction des objectifs bien définis. Et donc oui, effectivement, tu as cité l'emailing qui est une partie aussi importante tant sur la prospection que sur la fidélisation, parce que faut pas oublier aussi qu'il y a aussi le retargeting, oui, alors ça c'est encore autre chose, mais une fois que ton client est arrivé chez toi, une fois qu'il a souscrit ou bien qu'il a acheté ton produit, il faut le fidéliser dans le temps. Et ça aussi, le fait de faire de la rétention de ton client, c'est encore un autre métier, c'est encore d'autres process, d'autres actions à réaliser.
Et donc, en plus, ça coûte pas très cher, en fait, la fidélisation, en vrai, puisque tu as déjà ton client, il faut juste actionner au bon moment, au bon cycle, l'email, le message, a priori, qui va tilter et qui va permettre à ton client de recréer le lien. Ok. Dans le cadre de la prospection, donc de l'emailing, là tu peux travailler avec des brokers, donc qui sont spécialistes dans le ciblage et la création de fichiers. Donc c'est des prospects externes, donc qui ne sont pas encore dans tes bases de données. Okay. Et donc là tu vas lui faire une commande sur ton cœur de cible. Le senior, c'est dommage. On va changer d'exemple peut-être. Allez, on va dire le skater. Allez, le skater qui adore tout ce qui est autour du skateboard, tout l'univers, qui a une culture du skateboard, voilà. Et pour pouvoir le cibler, il faut certains critères, l'âge, le genre, donc féminin, masculin. Il va me falloir aussi peut-être une zone géographique. Peut-être le skater, il est peut-être plus urbain parce que, a priori, il y a des rampes qui sont plus installées dans les régions urbaines les versus les régions rurales. Après, tu as également tu peux avoir toutes sortes de critères, même s'il aime telle ou telle musique. Enfin, c'est infini, en fait. Une fois que t'as fait ton brief, tu l'envoies à ton broker et ensuite, lui, te donne une base de données que tu pourras ensuite exploiter et envoyer auprès de ta cible. Donc, en gros, tu vas acheter une base de données plus ou moins qualifiée, en tout cas au moins ciblée. Et après, tu pourras diffuser une communication réfléchie et dédiée en fait à cette cible-là. C'est ça. Et donc ensuite, bien sûr, il faut toujours pouvoir en tirer les conclusions une fois que tu as envoyé ta campagne emailing. Il faut voir sa rentabilité, voir si elle a été vraiment performante. Et pour ça, tu as plusieurs indicateurs. Tu as le taux d'ouverture, en fonction de l'action. Alors, ça peut être acheter la nouvelle paire de baskets que toi, t'as mis en vente. Donc là, ça peut être le taux de transformation, le fameux, le taux de clic. Voilà, donc ça, c'est des informations que tu peux avoir une fois que l'opération, elle s'est terminée. Et à toi, après, d'en tirer les leçons, pouvoir optimiser peut-être tes tunnels d'achat. Ça, c'est aussi un autre levier du traffic manager. Et il peut y avoir un loupé dans ton parcours de souscription et puis, ou d'achat, pardon. Et donc, dans ce cas-là, tu updates, tu fais des modifications pour améliorer tout ça. Donc, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est un peu en lien avec peut-être précédence de la partie UX. Donc, avec qui au quotidien le traffic manager va communiquer? Alors, au quotidien, je dirais plutôt... alors, ça dépend en fait dans quel type d'équipe il est. Moi, je travaillais dans un univers assez agile, donc je travaillais avec des Scrum Masters et avec des développeurs et les Product Owners aussi. Okay. Donc au quotidien, ça va être les lignes de métier, marketing, voilà, et puis ensuite la technique. Voilà. Ok. Et à quel moment du coup il fait remonter le besoin en termes de changer le parcours justement du tunnel de conversion? Bien à la fin de cette opération, il tire les leçons. Hein, il tombe, puis il se dit que peut-être qu'il y a peut-être des choses à faire, et pour cela il se rapproche ensuite donc en fonction des informations des KPI donc qu'il aura tiré. Il se rapproche ensuite des équipes techniques ou Scrum Master et il rédige ce qu'on appelle une User Stories. Pour lui permettre ensuite de décrypter son besoin et de l'insérer ensuite dans les prochains lots. Ok, en gros, il va analyser ce qui s'est passé, essayer de voir pourquoi, et formaliser des recommandations, ce qu'il faudrait faire évoluer, en parler aux développeurs, en parler aux designers, en parler aux product owners, pour voir comment on peut optimiser finalement là où ça pêche en termes de parcours pour faciliter la conversion, parce qu'on sait, lui, c'est son métier de faire en sorte que les gens convertissent, quoi, pour le coup. C'est ça. Donc, on a effectivement, donc l'enjeu pour lui, c'est vraiment la collecte de données, ensuite la mesure de données, ensuite
ils donnent l'information au top management. Une fois qu'ils ont tiré les leçons, ils passent au plan d'action, etc., etc., etc. Ok. Alors, je retiens deux choses là, hein. Tu as parlé de collecte de données. Comment on fait pour faire un peu ce qu'on appelle un plan de tagage? À quel moment on le fait? Ça consiste en quoi? De savoir en gros, quelles sont les données qu'on veut traquer, qu'est-ce qui est important ou pas important, à quel moment on veut les récupérer, compagnie. Alors, le plan de tagage. Alors bon, il se réalise d'abord. J'ai eu l'occasion de le faire sur la création d'un site. Donc l'arborescence, elle est créée au début. Ensuite, une fois que tu as fait ton l'arborescence avec tout. Alors l'arborescence pour moi, c'est toutes les URL que tu crées. Et qui portent chacune une page de ton site. Lorsque tu crées l'arborescence de ce site, ensuite tu penses au tagage. Donc c'est important bien sûr de mettre les tags au bon endroit. Les tags, comment ils sont gérés? Ils peuvent être gérés par une plateforme, un logiciel. Donc pour ma part, j'étais branchée sur Google Analytics, donc forcément. Par la suite, tout dépend après du CMS que j'utilisais, mais moi je l'ai fait directement avec Google Tag Manager. Ok. Et ensuite c'est le webmaster en fait qui va ajouter le tag que moi j'ai recommandé. Okay. Donc un tag c'est qu'on le dise, c'est un code en JavaScript qu'on va insérer soit je sais pas sur un bouton, soit peut être aussi un pixel aussi un tag et qu'on va pouvoir donc suivre ensuite avec des outils de web analyse comme Google Analytics ou Adobe & Co. Ok. Non, vas-y, continue. Non, du coup, sur une page web, en fait, d'abord, on va définir ce qu'on veut suivre, ce qu'on veut suivre comme données, ce qu'on veut avoir comme événement, se dire, potentiellement, le bouton Add to Cart, donc ajout au panier, lui, on veut le suivre. Forcément, le retour aussi. Le retour aussi. Le bouton retour, c'est très important d'avoir un bouton retour aussi sur un site internet si la personne veut modifier sa commande ou son panier. Donc là, le bouton retour aussi va être intéressant. Et puis tous les tunnels en fait vont être créés. Donc après, dans le process classique d'un parcours via le panier, par exemple, une fois que la personne a mis son produit dans le panier, il a un récapitulatif de sa commande. Ensuite, il a une page, on va dire, qui est liée à son bloc de données. Ensuite, il aura une autre page sur le choix de son paiement, qui sera peut-être aussi accumulée avec la page de paiement à elle-même. Des fois, elles sont toutes les deux ensemble. Toutes ces pages-là, elles vont être... donc après, il y a la page de remerciement, la page qui vous dit que vous avez bien Merci pour votre commande. Commandé, voilà. Donc toutes ces pages, elles vont être taguées pour savoir justement où est-ce que votre site n'est pas optimisé, n'est pas optimum, parce que vous pouvez avoir un seau rempli de prospects, de futurs clients, mais ça peut être aussi un seau percé. Et donc l'objectif, c'est de comprendre lorsque le prospect sort finalement de ce panier, de ce process de vente, du tunnel de vente, eh bien c'est de comprendre pourquoi il est parti, et c'est aussi peut-être la possibilité de le repêcher s'il a donné ces informations en amont. Pourquoi et à quel moment? C'est ça qui est aussi important. Et à quel moment, oui. Ouais. Et ça te permet de définir, donc de comprendre aussi certains indicateurs comme le taux de rebond. Donc c'est le nombre de personnes qui sont arrivées sur ta page et qui sont parties aussitôt. C'est ça. On peut imaginer un parcours de conversion, on ajoute au panier, on arrive en page panier, on dit confirmer la commande, on va commencer à se connecter à son compte, et puis on se rend compte qu'à ce moment-là, comme on a posé les bons tags, en fait, après avoir confirmé la commande, tout le monde part. Et là, on peut détecter, on ne sait pas pourquoi, mais on peut se dire qu'il y a un problème. Et il y a un problème. Et là, peut-être qu'il faut peut-être rajouter des arguments de rassurance qui te permettent ensuite à l'utilisateur d'être qui est inquiet. On ne connaît pas finalement son doute, on ne sait pas pourquoi en fait il ne réalise pas son achat, mais on peut toujours ajouter par exemple un call center qui vous permette ainsi de repêcher ce client qui est dans cette peur, dans cette angoisse, et de lever via des arguments ces freins
à l'achat. Ensuite, on peut aussi mettre, je sais pas, des labels qui permettent de construire un peu la notoriété de la marque, sa qualité de service. Voilà, ça peut être aussi d'autres informations sur des études, sur des clients qui ont été satisfaits. Il y a aussi pas mal de solutions en fait avec des étoiles, tu sais, les satisfactions. Ouais, la customer, success. Enfin, parce que tu sais, dans ce cas, c'est la satisfaction client et qu'on va mesurer pour dire, ce site-là, on a une confiance en lui, choses comme ça. Et aussi les reviews sur les produits et compagnie. Voilà, tu as les feedbacks aussi des clients, comme on peut voir sur Fnac.com, Darty ou Allez, troisième. Boulanger. J'ai cité les 3 grands distributeurs. Et donc, ça permet à l'utilisateur qui est dans cette inquiétude, qui n'est pas sûr, il y a aussi le chatbox, j'ai oublié, qui permet ainsi de conclure finalement cette vente. Cette vente. Ok. Voilà. Donc, il y a tout un aspect, comme dit, de réassurance, finalement, à prendre en compte. Et le plan de tagage va nous permettre de déceler ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de créer de la donnée qu'on va analyser dans le futur. Et finalement, cette donnée-là, c'est là où il y a, entre guillemets, de l'or. C'est de l'or noir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, alors il y a pas mal ensuite on va dire d'améliorations à apporter à son site. Hein. Et c'est pour ça que le traffic manager il est là. Hein. Il est là justement pour optimiser cette conversion. Maintenant, faut faire attention aussi avec les tags parce que si t'en mets partout, pareil, ça peut faire l'effet inverse. On a trop de données. Exemple. Trop de données aussi. Faut bien choisir ses KPI, ses indicateurs. Hein. Je vous ai pris l'exemple du pilote de ligne, hein, si dans son cockpit il a 100 millions de boutons pour pouvoir faire une action, c'est compliqué. Et puis il y a aussi Google à prendre en compte, hein, c'est-à-dire que si tu as trop de tags, ça peut aussi ralentir tes pages et le temps de chargement en fait de tes pages. Donc il faut le traffic manager pour moi il faut qu'il soit stratège, il faut qu'il soit pragmatique. Et il faut qu'il regarde aussi dans le temps, revérifier à chaque fois la pertinence de ces indicateurs, le pourquoi du comment j'ai placé mon tag ici. Voilà, revoir. Donc des choses qu'il a faites aujourd'hui peuvent ne plus être pertinentes demain. Et donc du coup, c'est un constant en fait renouvellement, analyse de ce qu'on a mis en place, ce qui marche pas, ce qui n'est plus d'actualité et compagnie. C'est ça, il faut qu'il s'auto-challenge à chaque fois. Pour moi, c'est la meilleure des démarches. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter quel est pour toi aujourd'hui ton plus beau souvenir pro? Mon plus beau souvenir. Ton plus bel accomplissement justement sur un sujet comme cela. C'est une question dure. Il y en a tellement. Ouais. Et puis en plus, lequel choisir? Sur la partie traffic management. Hein, ouais. Donc, sur la partie traffic management, j'ai beaucoup aimé intégrer de nouveaux produits sur les comparateurs. Parce que ça faisait intervenir pas mal de lignes de métier. Donc finalement, là, il y avait aussi une casquette commerciale qui était intéressante pour moi. Le fait de négocier avec les partenaires, hein, parce qu'il y a tout le modèle économique qu'il faut négocier en amont hein, avec eux. Et c'est cette partie-là, moi, qui m'a attirée, que j'ai trouvé intéressante, surtout dans la partie négo, voilà, la partie contractuelle et négo. Okay. Voilà, négocier le meilleur prix et pour mon entreprise. Ensuite, il y a aussi les échanges avec les métiers. Donc, lorsque j'ai dû sortir un site, on va pas le citer. On devait faire en 9 mois, sortir un nouveau site internet, c'était très très compliqué. Le budget était là, mais le timing était très juste, très très short. Pour autant, j'ai beaucoup aimé travailler en agilité avec les Scrum Masters, avec les web développeurs, avec les product owners, avec le juridique. Et là, tu travailles avec tout le monde, quoi. La partie pricing. Toutes les cordes de métier étaient rassemblées pour ce projet
Et c'est cette dynamique-là, cette pêche-là que j'ai beaucoup aimée. Que t'as beaucoup aimé, ouais. C'est là qu'on se rend compte que finalement, même pour sortir quelque chose, on a besoin de tout le monde et que chacun est important, chacun a son expertise. Il faut faire confiance à tout le monde aussi. Et ça, c'est capital. C'est ça, oui, la confiance, c'est important. Savoir déléguer aussi et puis poser des questions, être curieux. Être curieux, on en parlait tout à l'heure, ça, c'est capital aussi. Et à contrario, le souvenir qui t'a le plus frustré, potentiellement. Alors, même enchantement. Qu'est-ce qui m'a le plus frustrée? Alors, je ne sais pas ce qui m'a le plus frustrée. Alors, la partie technique, pour moi, ça a été compliqué dans le sens où quand tu maîtrises pas toute la partie HTML, parce que j'avais un vernis, pour parler et échanger avec les webmasters, les développeurs, c'était un peu compliqué parfois, donc fallait vraiment que je m'instruise un petit peu, voilà, que j'ai cherché l'information pour comprendre ce qu'ils me disaient, et puis il fallait faire pas mal de workshops pour échanger sur les points techniques, surtout quand la relation est tripartite. Je m'explique. Lorsque vous utilisez, par exemple, un outil de bidding, il faut le brancher. Donc, vous avez à la fois l'agence avec laquelle vous devez travailler pour échanger là-dessus, et aussi les développeurs, et donc la boîte pour laquelle je représentais. Donc, ça faisait un échange un peu compliqué. Et donc il faut vulgariser, essayer de se faire comprendre, mais quand tu pêches un petit peu en termes de technicité, ça peut être compliqué, mais c'est pas infranchissable. Je l'ai fait, mais c'était donc, pas une position confortable. Ouais, tu as appris à coder un petit peu, à comprendre en tout cas ce qu'on te disait en face. Ajouter les tags, bon après c'était pas non plus c'était pas très très compliqué, mais quand même il fallait passer par cette case-là et comprendre comment ça fonctionnait. Donc pour toi, alors quelles sont les qualités, qu'elles soient en termes de soft skills ou aussi de compétences techniques pures, qu'il faut pour être un bon traffic manager? Eh bien Gérald, je pense que il faut être faut être vraiment très pragmatique, voilà, parce que il y a plein de leviers, il faut vraiment être rigoureux par rapport à cela, parce qu'il faut pas louper les campagnes, bien sûr, et faut bien anticiper. Ensuite, analytique, bien sûr. Pour moi, même, je la mettrai en première des soft skills. Okay. L'analyse, ça fait partie d'une part importante en fait du travail du traffic manager. Faut qu'il soit curieux, on en a parlé un petit peu. Faut qu'il soit curieux, créatif, qu'il aime découvrir de nouvelles choses, de nouveaux modes d'acquisition. On a parlé tout à l'heure des influenceurs. C'est aussi ça, aller recueillir des nouveautés sur le web, et qui sont les influenceurs qui marquent, qui sont importants, les mainstream dans et qui sont en rapport avec la marque qu'on développe, avec ma marque que je développe, voilà. Et puis il faut qu'il soit aussi polyvalent, parce que je parlais de la technicité, mais voilà, tu peux te retrouver à discuter avec un technicien, un marketeur, et différentes lignes de métier. Okay. Même à la partie juridique, on l'a pas cité, mais à la réglementation avec l'e-privacy and co, c'est compliqué. RGPD, les données personnelles, c'est aussi un point très engageant, très important à prendre en compte. Et je dirais que il faut qu'il ait aussi une grosse appétence sur tout ce qui est chiffres. Voilà, il faut aimer les chiffres. Ok. Est-ce que tu penses que n'importe quelle entreprise, même une petite, on va dire, TPE, doit au moins réfléchir à avoir une stratégie d'acquisition? Oui, c'est important bien sûr de travailler sur cette stratégie. Et d'ailleurs, s'ils ont un traffic manager avec même peu de moyens, mais au moins réfléchir à une stratégie à long terme
pour optimiser son site, parce que c'est pas tout de faire venir des personnes des visiteurs sur un site internet. Il faut aussi convertir, savoir quels sont les sites, parce que même si tu es positionné en rang 1, allez, mais tu peux dépenser du gaz et tu peux dépenser des sous dans les campagnes et finalement avoir un retour, un ROI super bas, retour sur investissement. Donc non, oui, pour moi, c'est important d'avoir une stratégie en marche et savoir s'entourer des bonnes personnes. Ok. Il faut pas négliger, même quand on est petit, le fait d'avoir une vision pour dire, ok, demain, je vais lancer ne serait-ce qu'une boulangerie, certes. On va penser à la vente de la chalandise qui est pas loin de la boulangerie, mais comment se faire connaître un peu plus loin, comment avoir, alors, la qualité des produits va jouer pour nous, mais potentiellement, on peut aussi utiliser les moyens digitaux d'acquisition pour aller se faire connaître et aller gagner en notoriété, pourquoi pas demain ouvrir une deuxième. Donc, il y a tout ça qu'il faut avoir en tête. Et toujours penser que il faut quand même, dès le départ, qu'on construit une entreprise, mettre un peu de budget sur l'acquisition, mettre un peu de budget sur tous ces métiers-là qui peuvent nous apporter. Même le SEO. Même, on dit que c'est gratuit, mais alors, il faut quand même, c'est une stratégie quand même qui est à long terme. Ça prend du temps, c'est vrai. On recueille pas tout de suite les fruits de notre travail en SEO, mais par contre, c'est une stratégie qui peut s'avérer gagnante sur le long terme. Donc, il y a des leviers qui prennent plus de temps que d'autres. Et comme tu dis, on dit souvent que le SEO est gratuit. Alors oui, Google ne fait pas payer le SEO. Non. Par contre, vous allez payer des gens pour pouvoir être bien positionné en tant que sur le SEO. Il y a, ça c'est un vrai sujet, on fera un podcast dessus sur le SEO, mais il y a plein de choses à mettre en place. Mais c'est pas gratuit. Ça peut se payer assez cher. Par contre, le ROI, il se mesure, mais assez fortement. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête pour le coup. Quand on monte une stratégie d'acquisition, imaginons justement, je sais pas, un boulanger qui ouvre une boulangerie pas loin de chez nous, et il nous demande de monter une stratégie d'acquisition. Quels éléments on a besoin d'avoir en fait pour réfléchir à une stratégie d'acquisition qui serait profitable pour lui? Les éléments qu'il peut avoir. Alors, d'abord, il faut qu'il sache si par exemple, sa cible, est-ce qu'ils ont ils sont férus d'internet, voilà. Si par exemple ce sont des seniors, je les martèle, ils prennent cher, les pauvres. Mais bon, s'il a des millennials, bien sûr, dans son quartier, que 80% de sa cible, c'est des millennials, bien sûr. Il faut même peut-être que son cible soit obligatoirement responsive web design, quoi. En proposant un mode de livraison assez rapide, même on est à l'ère du Covid, aujourd'hui on est en click and collect, donc ça obligatoirement il doit avoir ça comme possibilité sur son site. Donc faut qu'il réfléchisse bien à sa zone de chalandise aussi, et la cible pour moi qui veut faire venir sur son site internet, parce que peut-être que Michel il préfère aller faire un tour avec son chien et puis aller chercher sa baguette avant de retourner chez lui. Ouais. Il faut essayer de comprendre un peu les clients, sa clientèle et de quoi est fait sa clientèle. Est-ce que tu peux proposer n'importe quelle stratégie d'acquisition, mais si tes clients ne sont pas férus de nouvelles technologies et qu'ils préfèrent aller voir chercher leur pain et avoir une expérience olfactive, tu ne peux pas avoir ce type d'expérience malheureusement encore. Sur Internet. Donc tout dépend de sa cible. Si ce sont des cas de sup et qu'ils prennent, qui n'ont pas le temps d'aller chercher leur baguette, pourquoi pas effectivement développer une machine spécifique avec une commande, avec des commandes en ligne pour aller récupérer son pain. Tout est possible, sauf qu'il faut bien analyser en amont à qui je vais adresser mon produit. Ok, merci beaucoup. Du coup, alors autre sujet, mais tout à l'heure, on a parlé de comment se tenir au courant. Tu avais à l'époque un site, un hub RSS et compagnie. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Du coup, aujourd'hui,
Comment tu fais pour en faire de la veille? Comment tu fais pour te tenir au courant? Est-ce que tu suis des gens sur LinkedIn? Est-ce que tu suis des gens sur Twitter ou tu écoutes des podcasts ou tu as des blogs particuliers? Comment tu fais pour rester au contact de ce qui se fait aujourd'hui dans ton métier? Aujourd'hui, principalement, mes infos, elles viennent surtout de LinkedIn parce que je trouve que c'est un réseau social qui nous permet grâce à l'algorithme de calcul, hein, comme sur Facebook, qui nous permet d'avoir pas mal d'informations dans nos métiers. Il y a aussi des personnes qui ont créé des groupes spécifiques de data mining ou co et qui m'invitent dans leur groupe pour échanger et discuter. À l'ère du confinement, on n'a jamais été aussi inventif et créatif pour pouvoir permettre des conférences avec différents types de personnes. Donc tu as mine d'informations là-dessus et puis après ce sont aussi des échanges avec d'autres personnes dans mon métier, hein. Donc au plus proche, bien sûr, ce sont mes collègues. Et puis ensuite, ça peut être des anciens collègues. Le networking reste très important dans nos métiers. Et bon, voilà, ce sont ces sources-là que j'utilise principalement. Ok. On a parlé tout à l'heure du côté créatif du Tech Manager. Est-ce que tu peux donner un exemple de comment il pourrait utiliser ce côté créatif? Comment il peut utiliser son côté créatif? Ou à quel moment il doit l'utiliser? Eh bien, il peut dénicher le bon plan. Alors, on a parlé d'influenceurs, par exemple. Donc, dans ses recherches, tout simplement, chercher les bonnes personnes avec qui faire des deals. Il peut aussi, alors des fois, le traffic manager, il est pas, alors il peut être créatif, mais il peut aussi s'inspirer de ce que font les autres, hein. Ah, chut, ça sera pas en copie, mais voilà. Enfin, on m'avait dit un jour, Lauriane, voilà, il y a des fois, il y a des recettes qui marchent et voilà, il faut prendre la recette qui marche. Et pour le côté créatif en soi, je pense que j'ai pas vraiment d'exemple tout de suite. Alors, tu peux être créatif déjà avec les chiffres et les KPI que tu vas utiliser, hein. Avec les chiffres, on peut être créatif. Pour mesurer correctement les choses et pas à côté, en fait. Voilà, pour avoir le plus pertinent. Les chiffres les plus pertinents possibles qui se rapprochent de l'action qu'on veut mesurer, bien sûr. Après, ça peut être aussi travailler sur des contenus que t'as vus en fait sur d'autres sites et qui peuvent être adaptés à ton propre site internet. Voilà. Ok. On arrive un petit peu, on se rapproche tout doucement de la fin du podcast. Comment tu vois l'avenir de ton métier dans 5 à 10 ans? Ah, quelle question. J'espère qu'on ne sera pas remplacé par des robots et des algorithmes. Comment je vois mon métier? Écoute, je le vois toujours évoluer, hein, parce que les métiers de manière générale ils évoluent et donc j'ai pas d'a priori sur la fin de mon métier, si c'est peut-être la question, parce que même si l'ère du digital on l'a un peu partout dans toutes les branches de métier, il y a encore des secteurs dans lesquels ça reste encore au début, au balbutiement, on n'est pas encore dans le fond de l'ère du digital. Donc pour moi, ça reste encore un métier en progression. Ok. On aura toujours besoin de faire venir des gens sur le site internet, même si aujourd'hui les utilisateurs et les visiteurs, c'est eux finalement qui choisissent et non l'inverse. On le voit de plus en plus, mais rien ne nous empêche de les séduire. Très bien. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu es donc responsable des partenariats chez Aviva, bientôt Abeille Assurance. C'est exact. C'est ça. Ah, je ne suis pas trompé. Qui est donc un très gros groupe d'assurance. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste au quotidien ton métier, s'il te plaît? Alors, une journée classique.
Normal. Donc quand c'est pas le rush, donc on regarde en fait on a un outil en fait sur lequel un outil de business intelligence sur lequel De BI. de BI qui nous permet ainsi de voir les derniers KPI de la veille. Je transmets parfois des KPI à certains partenaires. Ok. On n'est pas encore tout à fait automatisé sur certains points, mais de manière générale, quand même, ça reste une entreprise qui a investi justement dans ce type d'outils. Et puis après, c'est le rush, les réunions qui s'enchaînent. Une fois par mois, je fais alors non, plusieurs fois en fait. Ça dépend des sujets, mais en général, je fais pas mal de business review en fait en hebdomadaire. Donc, je travaille pas mal en hebdo et puis après en mensuel pour expliquer un peu les points de contexte liés aux chiffres que j'ai reçus, essayer d'apporter de la matière. La matière pour les faire parler un peu plus. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des informations que je vais collecter par mes partenaires et donc je vais adresser au top management les derniers chiffres par rapport à la semaine précédente, etc., etc. J'organise aussi des comités de pilotage avec les partenaires avec lesquels on travaille pour échanger sur les chiffres principalement et puis également sur des problématiques techniques, ça peut arriver. Pour connecter deux systèmes potentiellement. Pour connecter les systèmes ensemble, voilà. Et des fois, ça peut être aussi sur les stratégies médias à venir ou les résultats liés à des A/B tests. On n'a pas trop parlé des A/B tests, mais les A/B tests, c'est super important. C'est super important, c'est super kiffant en plus. Voilà. Parlons un petit peu des A/B tests, tiens. Tu veux que je parle des A/B tests? Oui, j'adore ça en plus. Ok. Alors, parfois, je vais prendre un exemple, je pense que c'est plus simple. Suite à une campagne que tu as réalisée, tu trouves que la performance de ton panier n'est pas intéressante, n'est pas au niveau optimum. Et donc tu décides de regarder tes indicateurs de web analyse qui te permettent ainsi de voir que sur une page, il y a un taux de rebond qui est anormal ou qui est important. Alors, taux de rebond, rapidement, pour expliquer, c'est quelqu'un qui arrive sur une page et qui repart tout de suite. Voilà. Et donc, une fois que tu as topé la page donc dans ton tunnel de parcours de souscription, celle qui était défaillante, tu vas proposer des optimisations qui permettent ainsi de l'améliorer et de faire en sorte que les personnes ne sortent pas en fait de ton parcours. Voilà. C'est avec les éléments de réassurance dont je t'ai parlé un petit peu en amont, mais ça peut être aussi un bouton, un wording de bouton qui peut être modifié. Là, on rentre dans l'UX expérience, mais ça peut être aussi une anomalie technique. On n'y pense jamais, mais voilà, ça peut aussi être une anomalie technique. Et donc, pour ce faire, tu mets en place ce qu'on appelle un A/B test. Un A/B test, c'est quoi? C'est tu décides que 50% par exemple de ton trafic internet va être dirigé vers une page de test. C'est-à-dire que tu vas avoir ta page classique, celle qui tourne au quotidien, celle qui est ton historique, on va dire. Historique, voilà. Et puis une autre page qui propose une optimisation que tu vas suivre donc et que tu vas déposer 50% de ton trafic sur cette page. Ça te permet ensuite de voir si quelle est la page la plus performante. Est-ce que c'est ta page historique, la page A versus la page B, et d'en conclure ensuite des optimisations qui viendront par la suite. C'est ça. Donc ça permet de tester potentiellement en tout cas différents comportements possibles sur une fonctionnalité, sur une page, et donc de se rendre compte avant même de confirmer, de prendre un exemple, de tout changer les boutons en rouge plutôt que de l'orange classique, de se dire le rouge, oui, on convertit plus en rouge, changeons tous les boutons en rouge potentiellement. C'est ça, donc alors peut-être pas les boutons rouges, mais c'est un peu fort. Ouais, mais oui, en fait,
l'objectif, l'enjeu, c'est vraiment l'amélioration constante. Et ça, j'ai pas mal de partenaires qui le font bien, qui cherchent vraiment à proposer même des scénarios. Alors, il y a des CMS, ce sont des sites internet qui proposent d'intégrer dans les parcours une personnalisation en fonction de la cible en fait qui arrive sur ton site. Donc tu peux avoir 3 types de cibles sur ton site, parce qu'on construit après des personae. De ces personae, donc on va construire, il peut y avoir donc une cible de jeunes. Alors je prends toujours l'âge, mais ça peut être aussi complètement différent. Ça peut être des critères géographiques, ça peut être aussi des critères liés au genre. Enfin, ça n'exclut pas le reste. Et donc avec ces personas, ça va nous permettre de construire une expérience vraiment personnalisée en fonction de la typologie de la cible que tu auras dégagée. Et tu peux proposer 3, 4, 5, 6 pages différentes en fonction de ton objectif. Ok, super. En tout cas, moi, ça me plaît et je trouve que c'est l'une des parties fun, en fait, du métier, de pouvoir proposer différentes choses à quelqu'un et surtout de prendre le temps d'analyser le comportement des gens. Surtout ça, c'est analyser, analyser, analyser. Et après, je dirais la conversion. Voilà ce que doit faire le traffic manager. Qu'est-ce qui te provoque du plaisir dans ton métier, ce que tu fais? Ce qui me provoque du plaisir. Eh bien... Alors bon, ce qui me propose... Alors, pour être tout à fait transparente à l'heure d'aujourd'hui, ce qui me procure du plaisir principalement, ça va être le fait de transmettre, de partager mes compétences, mes expériences, mon vécu, et de voir grandir en fait les personnes que j'encadre. Ensuite, dans mon métier, ce qui est bien, c'est que il y a plein de nouveautés, ça se chamboule tout le temps. Il y a des changements technologiques. Il y a ce que j'aime aussi, c'est des problématiques à percer, des choses incohérentes qu'on va pas comprendre. Par exemple, quand tu as un tunnel qui ne répond plus, donc c'est un peu panique à bord. Et donc là, il faut essayer de chercher et prendre sa casquette un peu d'inspectrice et se mettre en mode spéologie et essayer de comprendre ce qui ne va pas et interroger les différentes personnes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ok. Mais en tout cas, Lauriane, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Moi, alors, il y a un truc avant que je conclue. Tu m'as dit, est-ce que je peux poser des questions? Et t'as posé aucune question. Ben non, parce que la dynamique en fait, elle était plus portée vers moi. Ton énergie était plus portée vers moi, donc du coup, je n'avais pas eu la possibilité de le faire. Mais et toi, qu'est-ce que tu penses, Gérald, du métier de traffic manager? Est-ce que tu penses que ça a vraiment un réel apport pour un site internet? Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais proposer. J'ai monté une petite offre en fait de traffic manager externalisé pour les petites entreprises. L'idée c'est de dire aujourd'hui c'est pas votre métier, vous n'avez pas une équipe pour faire du web. Par contre vous avez un site pour lequel vous en avez beaucoup de ROI parce que c'est du e-commerce, parce que c'est un site vitrine où on peut capter en fait aussi des leads pour convertir derrière après en client réel. Un lead, pour expliquer alors qu'est-ce que c'est un lead? C'est un prospect qualifié. Exactement, c'est tout à fait ça. Et l'idée en fait c'est que nous, qu'on va accompagner nos clients potentiellement, ces prospects qualifiés, on veut les déverser directement dans le système d'information dans l'entreprise, qui puissent suivre, ok, j'ai eu un premier contact avec cette personne, Lauriane Mondoui, ok, qui voulait des chaussons. et donc, du coup, ensuite, on va la contacter, par téléphone ou par email, on va suivre en fait son évolution dans un tunnel pour réellement la convertir en tant que cliente. Et une fois qu'on la convertit en tant que cliente, là, on va encore continuer à apporter de la valeur. Donc, moi, je trouve que c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui est là pour gérer ça si on ne sait pas le faire, qui est là pour ajuster les différents leviers, un petit coup d'emailing, un petit coup de SIA, un petit coup de SEO, d'ajuster aussi par rapport à notre budget, mais au moins pour chaque entrepreneur, c'est indispensable d'avoir un budget mensuel dédié à un accompagnement, à ce qu'on appelle aussi de la médiatisation par ce qu'on va donner à Google et à Facebook comme argent. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous les gars.
Oui, donc voilà, pour moi, c'est un métier qui est indispensable à avoir pour n'importe quel type d'entreprise dès que tu veux utiliser ton site internet comme un centre de profit. Tout à fait, Gérald. Donc là, Oriane a fait ses premiers pas en tant que hôte de podcast. Sur l'élastique. Voilà, sur l'élastique. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu. C'était intéressant. Ça m'a permis de me rappeler et de me remémorer un petit peu tout ce que j'ai fait avant d'un point de vue opérationnel. Ok. Je te remercie. Merci à toi. Pour conclure, où peut-on te joindre? Alors, vous pouvez me joindre sur ma page LinkedIn, bien sûr, donc à Lauriane Montlouis. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast IDEOSA. J'espère que ça a été clair pour vous, que l'explication vous ont plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on est à votre disposition. Merci beaucoup, Lauriane, pour ton temps et à très vite. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@ideosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite. Tell them.